Bonjour à tous, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Dites-moi, est-ce que le son est clair? Ah oui, monsieur. Ok, parfait. Donc on va enchaîner sur notre cours de la dernière fois. Là où qu'on avait commencé plutôt la dernière fois, où on avait commencé à parler de tout ce qui est gestion de compte d'utilisateur et d'ordinateur. Au préalable, nous avons parlé de tout ce qui était, c'était quoi un serveur, c'est quoi un domaine, c'est quoi un contrôleur de domaine. Donc là, on avait parlé un peu de la responsabilité de l'administrateur. On avait un peu dit qu'un compte utilisateur, c'est tout simplement un objet qui va contenir l'ensemble des informations qui vont définir l'entité utilisateur. Il peut s'agir soit d'un compte qui est en local sur la machine, qui vous permet de vous connecter à vos machines personnelles, par exemple votre laptop ou votre ordinateur de bureau, ou bien il peut s'agir d'un compte de domaine. Ça veut dire c'est un compte qui va vous permettre de vous connecter à un domaine Active Directory quand un ensemble d'ordinateurs est connecté en réseau et qu'il y a un contrôleur de domaine qui permet une gestion ou une administration centralisée de ces machines. Donc on avait vu qu'on peut utiliser un compte utilisateur soit pour permettre à une personne d'ouvrir une session, donc en fonction de son identité, soit pour permettre à un processus et à des services de pouvoir s'exécuter dans un contexte de sécurité spécifique, ou bien pour gérer l'accès d'un utilisateur à des ressources, par exemple des objets Active Directory, par exemple une imprimante. Est-ce que l'utilisateur a le droit d'utiliser l'imprimante ou non? Ou bien est-ce qu'il a le droit d'accéder à un dossier partagé ou non? De la même manière, il faut savoir qu'il existe 5 types de noms qui sont associés au compte utilisateur de domaine au niveau d'Active Directory. Alors, quand on vous dit 5 types de comptes, alors il y a d'autres personnes qui arrivent. Alors, quand on vous parle de 5 types de comptes de noms associés au compte utilisateur Active Directory, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque compte d'utilisateur va être constitué d'un nom d'ouverture de session de l'utilisateur, d'un nom d'ouverture de session pour des versions antérieures, donc ça veut dire pour les anciennes versions de Windows, ce que vous voyez au niveau de la deuxième ligne. C'est ce qu'on appelle les noms qu'on va trouver dans le gestionnaire de sécurité des comptes, ou bien ce qu'on appelle la SAM, qui est la table qui se trouve dans Windows, dans laquelle vous allez trouver l'ensemble des usernames et des mots de passe stockés sous forme sécurisée. Ils peuvent exister sous la forme d'un nom principal d'ouverture de session d'utilisateur ou bien sous la forme d'un nom unique LDAP. LDAP, c'est pour dire Lightweight Directory Access Protocol, ou bien sous la forme d'un nom relatif. Il faut savoir que lorsqu'on veut qu'un utilisateur veut ouvrir ou créer une session utilisateur, l'administrateur va tout simplement saisir le nom d'ouverture de session au niveau d'Active Directory, qui doit être unique d'abord. Ça veut dire dans une forêt, le nom d'utilisateur ne peut pas être utilisé par deux utilisateurs différents. Les utilisateurs vont utiliser ce nom uniquement lorsqu'ils vont ouvrir leur session, en d'autres termes, lorsqu'ils vont connecter leur machine, ou bien lorsqu'ils veulent ouvrir leur machine. Il faut savoir que le nom d'ouverture de session utilisateur ont certaines caractéristiques. Par exemple, ils ne peuvent contenir jusqu'à 20 caractères. Donc le nombre maximum de caractères est de 20. Ils peuvent inclure des combinaisons de caractères spéciaux et de caractères alphanumériques. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser certains caractères spéciaux mais pas tous. Par exemple, le signe plus, étoile, point d'interrogation, inférieur, supérieur ne peuvent pas être utilisés. Par contre, vous pouvez utiliser le symbole moins, vous pouvez utiliser le point. Et ils peuvent comporter des combinaisons de minuscules, majuscules, etc.
Il faut savoir aussi qu'on peut utiliser un compte d'utilisateur du système NetBIOS. Alors, les comptes NetBIOS, c'est des comptes qui étaient utilisés dans des versions antérieures à Windows 2000, mais qui sont toujours prises en charge par toutes les versions serveurs qui existent de nos jours, jusqu'à Windows Server 2021. Ils permettent toujours l'utilisation des noms NetBIOS, tout simplement pour permettre ce qu'on appelle une compatibilité avec les versions antérieures. Parce que sur certains réseaux d'entreprise, on utilise toujours des versions antérieures de Windows. Je prends un exemple très simple. Si vous prenez par exemple les distributeurs automatiques de billets de banque, les DAB, que vous trouvez au niveau des bureaux de poste ou des bureaux de banque, ils utilisent toujours du Windows XP, à titre d'exemple. Et pas uniquement en Algérie, mais c'est le cas dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que modifier les OS va revenir trop cher. Donc, les banques préfèrent utiliser un ancien OS, bien qu'il ne soit pas très sécurisé. C'est purement économique. C'est pour cela que les nouvelles versions serveurs doivent toujours prendre en charge les noms et les caractéristiques prises en charge ou bien acceptées par les versions précédentes. Alors, vous allez remarquer que au niveau du nom, alors quand on essaye de voir le nom d'utilisateur principal, par exemple à ce niveau-là, j'ai Bilal, Hussam, OU pour vente, Contoso, etc. MSFT. Ou bien à ce niveau-là, si vous voulez, quand on parle de nom d'ouverture principale de session, j'ai Bilal @contoso.msft. Donc on voit que le nom principal est composé de deux parties. Il est composé du nom d'ouverture de session de l'utilisateur, qui est par exemple Bilal dans notre cas, et il est composé d'une deuxième partie qui se trouve après l'arrobas. Donc, après l'arrobas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom de domaine. C'est le nom de votre domaine. Donc, le nom d'utilisateur qui est à droite, qu'on appellera le suffixe ou le nom d'utilisateur principal, doit toujours être unique dans la forêt qui est à gauche, donc dans le domaine qui se trouve à ce niveau-là. Quand on parle du nom LDAP unique, donc l'exemple que vous avez à ce niveau-là, donc Bilal avec CN égale Hussein, OU, vente, etc. Donc le nom il va identifier de façon unique l'objet dans toute la forêt. Donc les utilisateurs n'utiliseront pas ce nom tel qu'il est présenté, parce que les utilisateurs ont tendance d'utiliser souvent le nom principal d'ouverture de session, donc la ligne qui est au-dessus. Par contre, un administrateur va ajouter les utilisateurs au réseau avec un script, sera obligé d'introduire le nom sous la forme que vous voyez ici. Donc vous verrez en TP que lorsque vous êtes administrateur et vous voulez utiliser une installation minimale, vous êtes dans l'obligation de saisir le nom sous cette forme. C'est pour ça qu'on est en train de voir les différentes formes sous lesquelles on va introduire un nom d'utilisateur. Alors, comme tous les objets vont utiliser des conventions d'attribution de noms, les conventions d'attribution de noms, ça veut dire des règles qui nous permettent de saisir les noms. Donc, tous les noms uniques LDAP doivent conserver leur caractère unique au niveau de la forêt. Par exemple, dans notre cas, vous remarquerez que le common name, on le met, l'unité d'organisation dans laquelle va se trouver le nom, le contrôleur de domaine, comment il s'appelle, et l'extension du contrôleur de domaine. Même chose pour le nom unique relatif LDAP. Si vous voulez, c'est une autre écriture qui nous permettra, si vous voulez, de présenter le nom d'une manière plus conviviale. Mais sinon, les trois écritures ont exactement le même sens. Alors, il faut savoir que généralement, dans les entreprises ou bien dans les milieux professionnels, il y a ce qu'on appelle des conventions d'attribution de noms qui vont permettre d'établir, si vous voulez, une manière pour identifier les comptes utilisateurs dans un domaine. Généralement, la convention d'attribution de nom qui doit être cohérente. Pourquoi? Pour vous permettre de mémoriser
la manière dont vous allez attribuer les noms. Par exemple, si vous travaillez sur un réseau qui prend en charge un grand nombre d'utilisateurs, il est préférable que vous adoptiez une convention d'attribution de noms qui est déjà utilisée par l'entreprise. Donc, en tant qu'informaticien, on vous demande toujours de vous adapter à la méthode de travail et non pas d'essayer d'obliger l'entreprise à s'adapter à votre méthode à vous. C'est pour cela, généralement, pour les conventions d'attribution de noms, on vous recommande les choses suivantes. D'abord, de conserver un modèle cohérent pour les noms utilisateurs dans l'entreprise. À titre d'exemple, je peux adopter comme convention, lorsque je vais attribuer les usernames à mon utilisateur, imaginons que l'entreprise utilise la convention prénom.nom. Si je prends par exemple Sami Bendaïcha, je vais mettre Sami.Bendaïcha comme nom utilisateur. Maintenant, si l'entreprise utilisait par exemple une autre convention, la première lettre du prénom, le nom, le nom d'ouverture d'utilisateur, ça va être tout simplement S Bendaïcha, ainsi de suite. Maintenant, si le nombre d'utilisateurs est très important, la convention d'attribution de nom pour l'ouverture de session devra prendre en compte les employés dotés de noms identiques. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple le prénom et l'initiale du nom, puis ajouter par exemple des lettres supplémentaires. Si je prends, imaginons que j'ai deux utilisateurs qui portent le nom par exemple, je sais pas moi, Amira Kebash. Il y a toujours une possibilité d'avoir ce cas de figure. Dans ce cas-là, vous allez mettre A Kebash pour la première. La deuxième, vous pouvez mettre A Kebash 2. Maintenant, comment est-ce qu'on va placer nos utilisateurs dans notre domaine? Vous vous rappelez, lorsqu'on avait discuté la dernière fois, on avait parlé des unités d'organisation. On avait dit que les unités d'organisation, je peux les placer soit par fonction, soit je peux les créer par emplacement géographique, soit selon d'autres conventions, ou bien tout simplement je peux faire mes propres conventions. Mes propres conventions, ça veut dire tout simplement je vais décider moi-même de la manière dont je veux les mettre. Je peux faire un mélange des deux. Alors, les comptes utilisateurs du domaine, on peut les placer dans n'importe quel domaine de notre forêt, comme on peut les placer dans n'importe quelle unité d'organisation. Donc, la hiérarchie de vos unités d'organisation, vous êtes libre de la faire comme vous voulez. Maintenant, pour placer les utilisateurs, vous avez vraiment la liberté totale. Il n'y a pas de règles particulières techniques. Les règles que vous allez rencontrer, c'est beaucoup plus des règles de gestion. Par exemple, on va vous dire, je peux placer moi mes utilisateurs de manière géopolitique. Ça veut dire je peux les placer par emplacement géographique. Ou bien tout simplement, je peux décider de les placer par fonction. Par exemple, ceux qui travaillent dans le département comptabilité, je crée l'unité d'organisation comptabilité, ça me rendra le travail plus facile. Ou bien je peux mélanger les deux. Donc là vraiment, vous avez toute la latitude de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Alors, il faut savoir que par mesure de sécurité, et c'est une obligation dans les domaines, chaque compte utilisateur doit avoir un mot de passe. Qui dit un mot de passe veut dire une phrase secrète que seul l'utilisateur doit connaître. Généralement, en tant qu'administrateur, vous serez amené à gérer les options du mot de passe, donc de décider comment doit être fait ce mot de passe. Donc, ces options, vous pouvez les définir soit au moment où vous allez créer le compte utilisateur, ou bien vous pouvez les modifier ultérieurement. Il faut savoir que lorsque vous allez créer le compte utilisateur, vous allez lui créer vous-même le mot de passe. Donc le mot de passe sera connu par l'administrateur. Mais un mot de passe qui est connu par l'administrateur et l'utilisateur n'est pas un bon mot de passe, parce que vous n'êtes pas censé connaître le mot de passe des utilisateurs. C'est pour cela qu'au niveau de Windows Server, vous avez certaines options que vous pouvez activer. La première option, lorsque vous créez le mot de passe, c'est l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Ça veut dire que dès que l'utilisateur va se connecter et qu'il va saisir le mot de passe que vous lui avez donné,
il va avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher, qui va l'obliger à changer son mot de passe. Et là, dès qu'il va changer son mot de passe, vous n'avez plus accès au nouveau mot de passe. Donc vous ne le connaissez plus. Vous avez une autre option, c'est l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Généralement, c'est une option qu'on va cocher en tant qu'administrateur lorsque le mot de passe n'est pas affecté à un utilisateur, mais lorsqu'il est affecté à un service. Donc ça veut dire que c'est un programme qui utilise le mot de passe. Donc, vu que le programme utilise le compte, donc ça veut dire que le mot de passe est programmé dans le programme. Donc si jamais on change ce mot de passe, le programme ne marchera plus. Donc il va falloir reconfigurer le programme. Donc pour éviter toute cette gymnastique, généralement qu'est-ce qu'on fait? On dit que l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe, de telle manière que ce mot de passe ne change pas et que le programme peut s'exécuter en permanence. Alors, en règle générale, les mots de passe ont une durée de vie. Ça, c'est par mesure de sécurité. Donc, généralement, on limite la durée de vie des mots de passe. Il y a des recommandations de sécurité par rapport à cela, mais généralement, en milieu professionnel, dans les entreprises, on rechigne à changer les mots de passe très souvent. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ont tendance soit à oublier leurs mots de passe très souvent, soit à les perdre, soit à ne pas s'en rappeler. Donc ils le notent quelque part, ils ont du mal à l'enregistrer. Si vous voulez leur changer chaque mois, ça va être problématique pour eux. Donc généralement la période de changement de mot de passe dans les entreprises, vous allez trouver que c'est 3 mois, des fois c'est 4 mois. Dans certains cas, vous avez la possibilité de faire en sorte que le mot de passe n'expire jamais. Il n'expire jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas besoin de le changer. Généralement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandé en matière de sécurité, mais dans certains cas exceptionnels, vous êtes amené à le faire. Maintenant, vous avez une autre option qui est la désactivation d'un compte. Un compte désactivé, ce n'est pas un compte supprimé, c'est un compte qui existe toujours. Seulement, quand l'utilisateur va essayer de se connecter à ce mot de passe, à ce compte, il va lui dire ce compte est désactivé, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas vous connecter dessus. Ce compte a perdu tous ses droits, vous devez contacter l'administrateur pour voir quelles sont les raisons qui ont poussé à cette désactivation. Généralement, c'est une option qu'on utilise lorsque, par exemple, un employé va sortir en congé, donc pour empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser son compte, ou bien lorsque l'employé part en mission. Donc, on l'utilise généralement lorsque l'employé, pour des différentes raisons, ne doit pas utiliser ce compte ou ne peut pas le faire. Il faut savoir que les mots de passe, comme qu'on vient de décrire maintenant, doivent obligatoirement comprendre 6 caractères. Maintenant, en tant qu'administrateur, vous pouvez changer. Alors ça, c'est les règles par défaut. Mais vous avez toujours la possibilité de les modifier. Donc on verra ça le moment venu. Comment au niveau des stratégies de mots de passe, on peut changer la taille d'un mot de passe. Comment est-ce qu'on peut changer les propriétés d'un mot de passe. En plus, généralement sur les Windows, vous avez une option obligatoire, c'est que le mot de passe doit respecter les critères de complexité. Les critères de complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot de passe doit contenir des majuscules, doit contenir des minuscules, doit contenir des chiffres et des caractères non alphabétiques, donc des caractères spéciaux. Alors, quels sont les cas, selon vous, où à l'administrateur, on peut demander de restreindre les modifications d'un mot de passe? Mademoiselle Merloufé, par exemple, à votre avis, dans quel cas on va demander... Alors, pour un compte invité, généralement le compte invité n'a pas vraiment de mot de passe. Et vous allez remarquer que dans le domaine, on évite d'utiliser le compte invité. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, si vous vous rappelez.
d'un cas où on va utiliser un mot, où le mot de passe ne doit pas être modifié, ne doit pas être changé. Bon, si l'employé est temporaire, on va lui créer un compte temporaire. Pourquoi est-ce qu'on va l'empêcher de modifier son mot de passe? Il pourra modifier son mot de passe, mais l'administrateur a toujours la possibilité de réinitialiser le mot de passe, de désactiver le compte, de le supprimer. Donc, un compte public. Alors, il faut savoir que quand on parle de domaine, la notion de compte public n'existe pas. À vrai dire, toute l'utilité du domaine, c'est de pouvoir identifier tout le monde. C'est que chaque entité, chaque service soit identifié pour qu'on ait la traçabilité. Donc, il ne faut jamais parler de compte public quand on parle de domaine. Effectivement, si le compte est lié à une application, si votre compte est lié à une application, là, vous êtes dans l'obligation de procéder de cette manière. Alors, il faut savoir que généralement, quand on veut renforcer la sécurité d'un environnement, on va demander des modifications de mots de passe sur les comptes utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander aux utilisateurs de modifier leur mot de passe. Par contre, ces modifications de mots de passe vont être restreintes, donc limitées, sur ce qu'on appelle les comptes de service. Un compte de service, c'est quoi? C'est tout simplement un compte qui est utilisé par une application. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur votre machine, même chez vous sur Windows, des fois vous avez des services qui démarrent, des services qui s'arrêtent. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou jamais? Okay. Alors, il faut savoir que Windows, ou bien tout OS, est basé sur la notion de service. Les services, c'est quoi? Alors, je vous affiche ça. Par exemple, sur ma machine, j'ai la liste des services qui fonctionnent sur ma machine. Si je prends par exemple, alors, le service d'alimentation, le service d'assistance IP, le service audio de Windows, si je l'arrête, je n'aurai plus de son sur mon Windows, etc. Les clients DHCP, le client DNS, donc tout ça, c'est des services qui tournent sur ma machine. Certains de ces services, pour s'exécuter, ont besoin d'un username et d'un mot de passe. Donc, ils ont leur propre compte, ils ont leur propre mot de passe. Si moi, je m'amuse à modifier ce mot de passe et que je n'informe pas le service que le mot de passe existe, a été modifié, est-ce que le service pourra s'exécuter? Je répète, si je modifie le mot de passe au niveau de mon système, mais que je n'informe pas par exemple ce service, bon, pas celui-là, que le mot de passe a été changé, est-ce qu'il pourra s'exécuter? Il ne pourra pas s'exécuter. Pourquoi? Quand il va tenter de se connecter pour effectuer certaines actions, on va lui demander de s'authentifier. Si à l'authentification, on lui dit mot de passe erroné, lui, il ne va pas s'exécuter, il va tout simplement s'arrêter. Je ne pourrai plus bénéficier du service, que ce soit un service réseau, que ce soit un service multimédia, ou bien quelle que soit la nature de ce service. Donc généralement, on demande une modification de mot de passe dans les cas de figure suivants. Donc lorsqu'on crée un compte utilisateur de domaine, donc là on va activer la case à cocher, demander à l'utilisateur de modifier son mot de passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne dois pas connaître le mot de passe d'un utilisateur. Oui, il y a des comptes qui font juste des services, effectivement, M. Bender. J'ai aussi l'option réinitialiser le mot de passe. Donc, je vais modifier aussi le mot de passe. Donc, cette option permet à l'administrateur de réinitialiser le mot de passe. Par exemple, imaginez, j'ai créé mon domaine. J'ai des utilisateurs dans une entreprise. Une secrétaire m'envoie un message, bien, contacte l'administrateur pour lui dire j'ai oublié mon mot de passe, je n'arrive plus à ouvrir ma session. Est-ce que l'administrateur va supprimer le compte et créer un autre? Ça n'a pas de sens, parce que s'il le fait, il va perdre toutes les données liées au premier compte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réinitialiser son mot de passe.
C'est pour cela que l'administrateur dispose de l'option réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Donc le fait de réinitialiser le mot de passe, ça veut dire qu'il va lui créer un nouveau mot de passe, il va le donner à l'utilisateur, ce sera à l'utilisateur de changer son mot de passe pour avoir un mot de passe qu'il ne connaît que lui-même. Maintenant, quand est-ce qu'on va restreindre les modifications de mot de passe? Généralement, on restreint les modifications de mot de passe lorsqu'on crée des comptes de service local ou de service de domaine. Donc les comptes de service vont comporter beaucoup de dépendances. Donc, un compte de service va dépendre d'un autre, etc. Par conséquent, on peut souhaiter restreindre, par exemple, la stratégie de modification de mot de passe pour que les comptes de service soient modifiés par l'utilisateur responsable de l'application uniquement. Ça veut dire que les mots de passe ne vont pas changer pour ces comptes de service uniquement quand l'administrateur de ce service veut le changer. Ça veut dire lui, il administre le service, donc il peut changer le mot de passe au niveau du système et en même temps, il va changer le mot de passe du service parce qu'il a accès à ce service, c'est lui qui l'a configuré et il connaît le mot de passe. Mais sinon, en règle générale, un administrateur de domaine ne doit jamais changer les mots de passe des comptes de service. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer les comptes utilisateurs? Il faut savoir que les comptes utilisateurs du domaine, comme on l'avait dit, vont vous permettre d'ouvrir des sessions, d'accéder aux ressources, etc. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Maintenant, pour pouvoir créer ces comptes administrateurs comptes utilisateurs qui soient locaux ou domaines pour gérer votre environnement réseau, il existe de nombreux outils. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des outils hérités, tels que les gestionnaires des utilisateurs pour les domaines, et il y a des outils en ligne de commande. Il faut savoir que d'abord, Active Directory va vous donner ce qu'on appelle une console. Ça, on la verra tout à l'heure en TP. Une console qui va vous permettre, une console qui est graphique, qui va vous permettre de rajouter des utilisateurs, de supprimer des utilisateurs et d'administrer la totalité de votre domaine. Donc là, vous allez voir, elle est composée de 2 volets, etc. Donc, elle est assez intuitive et très facilement utilisable. Maintenant, on a aussi la possibilité d'utiliser des lignes de commande. Dans les lignes de commande, nous avons plusieurs commandes qu'on peut utiliser, notamment la commande ds add. C'est une manière pour créer des comptes de domaine. Donc on fait ds add user, ce qui nous permet de rajouter un utilisateur dans l'annuaire. Donc la commande est là, ses extensions, par exemple ds add user, on rajoute le nom d'utilisateur, on va définir son prénom, son nom, le nom affiché, son mot de passe, etc. On dispose aussi d'autres commandes, par exemple on a la commande net user, c'est une autre manière aussi de créer des comptes utilisateurs. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle des utilitaires de commande. Alors, les utilitaires de commande, c'est quoi? C'est tout simplement des outils que vous allez pouvoir utiliser pour importer des comptes utilisateurs à partir de fichiers. Je vous donne un exemple. Imaginons que, en tant qu'utilisateur, vous avez créé un ensemble d'utilisateurs que vous avez mis dans un fichier. Donc, il va falloir faire une importation. L'importation, vous pouvez utiliser par exemple l'utilitaire CSVDE. CSVDE, là, je pense que vous avez compris que vous allez importer à partir d'un fichier Excel. Ou bien tout simplement à partir d'un fichier TXT avec les noms séparés par des virgules. Parce qu'un fichier Excel, c'est quoi réellement? Un fichier Excel, c'est quoi réellement? C'est tout simplement un fichier texte séparé par des virgules. Alors, il y a Amajid qui pose la question, comment un compte peut exécuter que des services? Alors, à vrai dire, ce n'est pas le compte qui exécute que des services. Lorsque moi je crée un compte, je crée par exemple un compte utilisateur, un compte X. Soit je donne ce compte à un utilisateur, par exemple je vous le donne à vous, monsieur Majid. Donc là, automatiquement, quand je vous le donne, ça devient votre compte à vous, parce que vous avez l'username et le mot de passe. Maintenant, imaginons que j'ai un service sur ma machine. Par exemple, vous avez développé une application. L'application, pour se connecter à mon domaine, elle a besoin d'un compte. Pourquoi? Parce qu'elle va accéder à des dossiers partagés, elle va accéder peut-être à l'imprimante. Donc,
dans un domaine, dès qu'elle essaie d'accéder à un dossier partagé, on va lui demander un username et un mot de passe. Dès qu'elle va accéder à l'imprimante, on va lui demander un username et un mot de passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un deuxième compte que je vais appeler par exemple app1. Je lui donne un mot de passe et je décide que ce compte est un compte de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le username et le mot de passe, je vais les mettre dans votre application uniquement. Je ne les donnerai pas à un autre utilisateur. Donc, dès que votre application va essayer de se connecter, par exemple, à un dossier partagé, dès qu'on lui demande un username et un mot de passe, elle les a déjà dans son code. Donc, quand elle envoie la requête, elle envoie sa requête avec son username et son password. Et automatiquement, elle va se connecter au service. Quand elle envoie une requête, par exemple, d'impression, elle va l'envoyer avec le username et le mot de passe que je lui ai créé. Et voilà comment un compte est exécuté par des services. Est-ce que c'est clair, M. Majid? Alors, donc les utilitaires de commande, c'est tout simplement des utilitaires qui vont me permettre de faire l'importation de comptes à partir de différents formats de fichiers. Ça peut être des formats CSV, donc c'est des fichiers issus d'Excel ou bien qui sont formatés au format Excel, donc c'est des fichiers texte délimités par des virgules. Soit je peux utiliser le modèle LDAP, Data Exchange Format Directory Exchange, ce que vous voyez en bas, le LDI FDE. Donc lui qui va utiliser des fichiers délimités par des lignes, tout simplement. Donc ça va être des retours chariots qui vont délimiter le fichier. Donc c'est deux fichiers, deux formats de fichiers différents. Alors, la question pourquoi ces deux formats existent, tout simplement parce que dans une administration ou bien dans une entreprise, on peut vous donner la liste des employés. Imaginez que vous êtes dans une entreprise, vous êtes l'administrateur, on va vous dire voilà, on a recruté 23 nouveaux employés. Veuillez leur créer des comptes. Comment est-ce qu'on va vous donner les noms? On ne va pas vous les donner sous une forme de feuilles volantes. On va vous envoyer peut-être un fichier Excel, lui faire nom, prénom, date de naissance, fonction, etc. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter uniquement une colonne password, où vous allez définir les mots de passe par défaut. Ensuite, vous allez importer le fichier vers Active Directory, en lui précisant que la première colonne c'est le nom, la deuxième c'est ceci, la troisième c'est cela. Et là, ça va vous faciliter la création des comptes par importation au lieu de saisir toutes les informations manuellement. Donc, en d'autres termes, c'est fait uniquement pour vous simplifier la vie. Il y a ce qu'on appelle aussi la console MMC. Alors, la console MMC, c'est quoi? C'est tout simplement Microsoft Management Console. Donc, c'est une console qui permet de gérer votre machine dans sa globalité. Alors, vous pouvez vous amuser à taper MMC sur votre machine. Ouvrir. Dans la barre de recherche qui est en bas, il va vous afficher le message de validation de l'administrateur. Et vous allez avoir ça. C'est ce qu'on appelle une console MMC. Elle permet d'administrer toutes les fonctions qui se trouvent dans votre machine. Donc, par défaut, elle est vide. Vous remarquerez qu'il n'y a rien. Donc, c'est à vous de rajouter ce que vous voulez administrer. Donc, vous faites fichier, ajouter, supprimer un composant fichable. Et là, vous décidez qu'est-ce que vous... Par exemple, je veux administrer mon pare-feu. Je mets pare-feu, ajouter. Vous devez définir, par exemple, pour l'ordinateur local. Oui, terminé. OK. Automatiquement, j'ai tous les paramètres de mon pare-feu à ce niveau-là, au niveau de ma console, que je pourrais administrer, modifier, etc. Et je peux rajouter en même temps plusieurs choses à administrer au niveau de ma console. Par exemple, mon moniteur de sécurité, je le rajoute aussi, ok. Et là, j'ai mon moniteur de sécurité IP, les stratégies, etc. etc. D'accord? Alors, à partir de cette console MMC, j'aurais pu rajouter le module de gestion de l'ordinateur. Et là, j'aurais pu chercher le module de gestion des utilisateurs à partir duquel j'aurais pu rajouter ou supprimer des utilisateurs sur mon domaine. Alors,
généralement, pour créer des comptes utilisateurs, on vous donne un certain nombre de recommandations. L'une des recommandations principales, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'avec un compte sur le domaine, mes identifiants ne sont pas sur ma machine. Mes identifiants sont sur le contrôleur du domaine. Ça veut dire, si je suis déconnecté de mon contrôleur de domaine, je ne peux pas ouvrir ma session. C'est pour ça qu'on vous dit, l'une des recommandations dans un environnement professionnel, lorsque je crée des comptes utilisateurs, je dois limiter le nombre de personnes pouvant ouvrir une session locale. Ça veut dire l'utilisateur, il est sur la machine, quand il ouvre un compte, il va l'ouvrir sur le domaine. Mais je ne dois pas forcément lui donner le droit d'ouvrir une session locale sur la machine. Pourquoi? Parce que quand il ouvre une session locale sur la machine, il échappe au contrôle de l'administrateur. Il est sur sa machine locale. Tous les paramètres sont les paramètres de la machine locale. La deuxième recommandation, c'est de renommer le compte administrateur. Généralement, on ne laisse jamais le compte administrateur avec le nom administrateur. Parce que quelqu'un qui va vous attaquer ou quelqu'un qui veut nuire à votre sécurité ira automatiquement chercher le compte administrateur. Donc on a toujours la possibilité de lui donner un autre nom et de l'utiliser. Donc quand un attaquant va chercher le compte administrateur, il ne trouvera pas le compte sous ce nom. Donc ça lui prendra plus de temps pour identifier quel est le compte qui administre cette infrastructure. Aussi, on vous demande d'utiliser des mots de passe forts. Un mot de passe fort, c'est quoi? C'est un mot de passe qui va respecter les critères de complexité. Donc c'est un mot de passe qui dépasse un certain nombre de caractères. C'est un mot de passe qui contient des minuscules, majuscules, caractères spéciaux, etc. Alors, généralement, quand on veut créer des comptes de domaine, il y a certaines méthodes qui sont conseillées. Donc, on vous demande de ne pas utiliser le conteneur users, de désactiver le compte que vous n'allez pas utiliser, et surtout de demander aux utilisateurs de changer leur mot de passe. Donc là, on a un peu résumé ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, de la même manière qu'on a parlé de compte utilisateur, je vous ai dit tout à l'heure que dans un domaine, tout doit avoir un compte. Alors, à votre avis, à part l'utilisateur, les applications, qui d'autre doit avoir un compte? Donc on a dit l'utilisateur doit avoir un compte, les applications, les services, etc. ont un compte. Qui d'autre doit avoir un compte? Effectivement, les machines. Donc là on parle de compte ordinateur. Donc un ordinateur doit avoir un compte. Parce qu'en tant qu'entité, pour pouvoir se connecter à votre domaine, il doit pouvoir s'identifier dans ce domaine. Donc, il faut savoir que chaque ordinateur qui exécute Windows Server, qui va intégrer un domaine, va posséder un compte ordinateur. Donc, c'est exactement la même chose à l'image de l'utilisateur. Sauf que les comptes ordinateurs vont permettre à la machine de s'authentifier et d'auditer l'ensemble des accès d'un ordinateur aux différentes ressources qui se trouvent sur le domaine. À la seule exception que ce ne sera pas à vous de créer le username et le password de l'ordinateur. Là, il est géré automatiquement par le système. Il faut savoir que dans Active Directory, les ordinateurs sont des entités de sécurité, exactement comme les utilisateurs. Ce qui signifie que vos ordinateurs doivent posséder aussi leur compte et leur mot de passe pour être authentifiés et pour qu'Active Directory puisse suivre à la lettre toutes les opérations qu'ils ont faites. Et là, automatiquement, votre ordinateur, dès qu'il se connecte, il va ouvrir lui-même une session sur Active Directory. Et là, vous allez comprendre qu'on distingue entre la session de la machine et la session de l'utilisateur. Et vous allez voir par la suite que la machine, dès que vous l'allumez, elle va se connecter au domaine. Mais dès que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez essayer de vous connecter au domaine de l'entreprise, et on va vous demander votre username et votre password.
Et là, vous allez voir dans les journaux, par exemple, que l'utilisateur Amina s'est connecté à la machine Tor. Ensuite, Amina s'est déconnecté de la machine Tor. Peut-être que Akram est venu avec son username et son mot de passe se connecter sur la même machine. Et la force d'Active Directory réside où? Réside dans le fait que lorsque Amina va se connecter, elle verra ses propres données qui seront importées du serveur. Et lorsque Akram va se connecter, il verra ses propres données à lui qui seront importées du serveur, sans pour autant voir les données de sa collègue. On peut aller même plus loin en ayant la possibilité que chacun puisse avoir son bureau à lui. Quand on parle de son bureau, ça veut dire son arrière-plan à lui, ses icônes à lui, etc. Qui sont différents de ceux qu'a vu sa collègue qui s'est connecté 5 minutes avant lui sur l'ordinateur. Et en même temps, le fait d'avoir cette gestion de compte et cette distinction entre compte ordinateur et compte utilisateur, ça veut dire si Akram va changer d'ordinateur dans l'entreprise, supposons que l'entreprise a 93 ordinateurs, à chaque fois qu'il se connectera à un ordinateur, il verra ses fichiers à lui et ses données. Ces données ne sont pas présentes sur chaque ordinateur, non. Ils sont au niveau du serveur. Donc dès qu'il va ouvrir sa session, il va y avoir l'importation de ce qu'on appelle de son profil. Donc dans son profil, il y a tous les fichiers qui lui appartiennent, tous les variables d'environnement qui le décrivent, qui sont importés sur la machine, qui sont présentés à l'utilisateur. Donc il verra son arrière-plan, il verra ses données, il verra ses fichiers, il verra ses mails. Dès qu'il fermera sa session, tout sera effacé de la machine et tout sera restauré au niveau du serveur. Alors, comme on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on va créer ces comptes d'ordinateur? Alors, il faut savoir que les ordinateurs, c'est eux qui vont accéder aux ressources réseau. Donc, c'est vrai que vous, en tant qu'utilisateur, vous accédez, mais tout se fera via cet ordinateur. Donc, il est important d'authentifier la machine, d'obtenir pour pouvoir héberger la session d'utilisateur. Il ne faut pas oublier que l'adresse IP, ce n'est pas l'utilisateur qui l'a, c'est la machine qui a une adresse IP. C'est la machine qui va recevoir la stratégie de sécurité. C'est la machine qui va avoir accès aux ressources avant vous. D'où l'importance de dire cette machine est autorisée à accéder à mon domaine ou bien elle ne l'est pas. Cette machine, est-ce qu'elle bénéficie des droits nécessaires pour accéder à telle partie du réseau ou non? C'est pour cela que le compte ordinateur est créé dans Active Directory et les utilisateurs pourront bénéficier pleinement des fonctionnalités d'Active Directory lorsque l'ordinateur dispose d'un compte. Donc, une machine, à l'instar de l'utilisateur, va utiliser un processus d'authentification avancé. Par exemple, elle va utiliser l'authentification Kerberos. Et là, il va y avoir un canal de communication chiffré, connu sous le nom de canal de sécurité, qui sera établi avec le contrôleur de domaine. Donc, chaque ordinateur connecté au domaine aura son canal de communication avec son contrôleur. Donc, le mot de passe du canal est stocké généralement avec un compte d'ordinateur au niveau du contrôleur de domaine, par défaut. Et il faut savoir que par défaut, le mot de passe de l'ordinateur est modifié chaque 30 jours. Et ça se fait de manière transparente à l'administrateur et à l'utilisateur. C'est des transactions qui se font entre votre machine et le serveur qui est le contrôleur de domaine. Ça, c'est par rapport à l'authentification. L'autre aspect important, c'est ce qu'on appelle l'audit. Donc, pour pouvoir auditer tout ce que fait l'audit, c'est quoi? C'est tout simplement la traçabilité. Donc, pour pouvoir assurer une traçabilité et une journalisation de tout ce que fait votre machine, il est nécessaire d'avoir un compte qui identifie de manière claire cette machine. De cette manière, quand on rentre dans les journaux d'événements, on va voir que tel ordinateur, voilà les opérations faites par tel ordinateur. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle le problème de gestion. Pourquoi on parle de problème de gestion? Parce que tout simplement, les comptes d'ordinateur vont aider l'administrateur à faire ses déploiements, donc à gérer l'infrastructure réseau. Pourquoi est-ce qu'on parle de gérer l'infrastructure réseau? Parce que l'administrateur peut utiliser les comptes ordinateurs pour décider, par exemple, comment faire le déploiement automatisé à distance des logiciels à partir d'Active Directory. Je ne sais pas si je vous en ai parlé avant.
Mais on a la possibilité avec Active Directory de déployer des logiciels à distance. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'installer Word par exemple sur 7 PC de mon entreprise. À partir de mon serveur, je dis le PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6 et PC 7. Déployer Word dessus. Je vous donne un autre cas de figure. Dans certaines multinationales par exemple, lorsqu'il y a une mise à jour de l'OS, ce qu'on fait généralement, personnellement ce qu'on fait, alors vous recevez un mail de la part de l'administrateur de l'entreprise, la veille, par exemple, disons aujourd'hui je reçois un mail en me disant ce soir ne débranchez pas votre machine. Alors le soir, qu'est-ce que je fais? Je mets ma machine en veille, mais je n'enlève pas le câble secteur, mon Wi-Fi est toujours activé. Le soir, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'administrateur qui a décidé par exemple de basculer, disons, de Windows 7 vers Windows 10. Il va réveiller ma machine à distance avec ce qu'on appelle un wake on LAN. Donc, il va lui envoyer un signal spécifique avec les bons identifiants. Donc, même si elle est en veille, elle va se réveiller. Il va importer mes données qui sont sur la machine vers le serveur de l'entreprise. Ensuite, il va faire un upgrade de mon OS. Donc, si j'avais du Windows 10, il va basculer vers Windows. Plutôt, si j'avais Windows 7, il va basculer vers Windows 10. Ensuite, une fois qu'il a fait la mise à jour, etc., il va rebasculer mes données et me les remettre à leur emplacement d'origine. Effectivement, pour faire cette opération, les données doivent être mises dans des emplacements déjà entendus au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au préalable, il y a une convention au niveau de l'entreprise où on dit par exemple que les données doivent forcément être enregistrées dans tel répertoire, telles données doivent être dans tel dossier, etc. Donc ce n'est pas une répartition anarchique, à vrai dire, des données. Et le matin, moi, quand je vais me réveiller, je vais allumer mon PC et je vais me dire, ah tiens, ils ont fait la mise à jour le soir, maintenant j'ai mon Windows 10. Si ma machine n'était pas identifiable par un nom, l'administrateur n'aurait pas su que ça c'est ma machine et qu'il doit la mettre à jour. Il n'aurait pas su quel OS j'ai sur ma machine. Oui, comment est-ce qu'il sait quel OS j'ai? Parce que tout simplement à partir du nom de la machine, il a un état d'inventaire dans son Active Directory où il dit telle machine fait par exemple du Windows 10. Comme ils sont en train de faire un basculement par exemple vers une nouvelle version de l'OS, donc il va cibler des groupes de machines chaque soir ou bien chaque jour, enfin tout dépend de la stratégie de l'entreprise, où ils vont mettre à jour les machines. Pourquoi? Parce que c'est lui l'administrateur de la machine. Moi, je ne suis qu'utilisateur de la machine quand je suis sur le domaine. Est-ce que c'est clair? Bon, je suppose que c'est clair. Alors, généralement, la console utilisateur et Active Directory ressemble à ça. Par défaut, vous avez les comptes ordinateurs qui se trouvent dans ce conteneur. Maintenant, vous pouvez créer vous-même votre propre unité d'organisation et placer votre ordinateur à l'intérieur de l'unité d'organisation. Là, vous êtes libre de le faire comme vous voulez. Il faut savoir que par défaut, les administrateurs peuvent créer des comptes ordinateurs dans n'importe quel conteneur, sauf dans le conteneur système et dans le conteneur NTDS. Donc, c'est deux conteneurs dans lesquels vous n'allez pas pouvoir créer des comptes ordinateurs. Mais sinon, vous pouvez déplacer vos comptes ordinateurs dans n'importe quelle unité d'organisation. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rang d'administrateurs. Alors, vous avez l'administrateur qui administre tout le schéma. Maintenant, vous avez d'autres comptes, par exemple l'opérateur de compte. Un opérateur de compte ordinateur peut, par exemple, lui, se permettre de déplacer vos comptes ordinateurs d'un conteneur à un autre.
Alors, un compte d'ordinateur, c'est tout simplement, il va se présenter tel que vous le voyez ici. Vous allez avoir le nom de l'ordinateur. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure quand on avait parlé des noms antérieurs à des anciennes versions. Alors, ils vont apparaître à ce niveau-là. Ah, pardon. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours possibilité de modifier les propriétés des comptes d'utilisateurs et des comptes d'ordinateur. Maintenant, quand est-ce qu'on modifie ces propriétés? Ça se modifie dans des conditions particulières en tant qu'administrateur. On peut vous demander de créer par exemple un compte utilisateur ou bien d'ordinateur dans Active Directory. Comme on peut vous demander de gérer les comptes déjà existants. Pour effectuer ces tâches, vous devez connaître les propriétés de chaque compte. Alors, on va commencer par les propriétés des comptes utilisateurs. Donc, il est important que vous connaissiez l'ensemble des propriétés qui définissent un utilisateur. Pourquoi? Parce que généralement les propriétés du compte utilisateur, c'est une source d'information qui va vous permettre d'enrichir ce qu'on appelle votre annuaire. Alors, il faut imaginer l'annuaire Active Directory comme étant un annuaire, tel qu'on connaît l'annuaire, par exemple un annuaire téléphonique ou bien ce que vous voulez, qui va contenir l'ensemble des informations relatives à cet utilisateur. Alors, si on va avancer, alors si je regarde à ce niveau-là, vous avez par exemple l'ensemble des données que je peux avoir pour un utilisateur. Par exemple, j'ai son prénom, son nom, le nom affiché, la description, le bureau où est-ce qu'il est, son numéro de téléphone, son adresse de messagerie, s'il a une page web. Et vous voyez les onglets que vous avez en haut. C'est tout cet ensemble d'onglets qu'on verra par la suite qui va vous permettre de gérer cet utilisateur, de modifier ses propriétés ou bien de lui affecter certaines tâches ou certains avantages. Alors, si on commence par l'onglet général tel que vous le voyez, vous allez avoir uniquement les détails globaux de l'utilisateur. L'onglet à côté, l'adresse, c'est un onglet dans lequel vous allez avoir, proprement comme le nom l'indique, son adresse. Donc la rue, la ville, l'état, etc. Le troisième onglet qui est l'onglet compte, ça devient un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir le nom d'ouverture de session, les options relatives à son compte. Est-ce que le compte est verrouillé ou non? Est-ce que le compte va expirer ou ne va pas expirer? Ou bien, quelle est la date d'expiration de ce compte? Parce que je peux créer un compte, par exemple, valide pour un mois, dans le cas où j'ai, par exemple, un employé provisoire. Le profil. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai donné l'exemple de Amin et Akram, plutôt Amina et Akram. Quand ils vont ouvrir une session sur une machine, je vous ai dit ils vont avoir toutes leurs informations. Donc comment on appelle ça, l'image de fond qui va changer, le bureau va changer, les icônes, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les variables d'environnement. Les variables d'environnement, on va les trouver dans le profil de l'utilisateur. Donc dans le profil, c'est là que je vais définir le chemin dans lequel je veux enregistrer le profil de mon utilisateur. Est-ce qu'il sera enregistré sur sa machine ou bien est-ce qu'il sera enregistré sur un serveur? S'il est enregistré sur un serveur, ça devient ce qu'on appelle un profil itinérant. Ça veut dire quel que soit l'endroit où il va ouvrir sa session, il verra apparaître son bureau. Si ce n'est pas un profil itinérant, donc qu'il soit enregistré sur sa machine, dans ce cas-là, s'il ouvre la session ailleurs, il ne verra pas ses documents ailleurs. Donc c'est là que l'administrateur va décider comment il prévoit les choses. En même temps, il peut rajouter ce qu'on appelle des scripts d'ouverture de session ou bien des scripts de fermeture de session. Ça veut dire, lorsque j'ouvre la session, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des programmes qui vont se lancer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se désactiver? Le prochain onglet, c'est téléphone. C'est tout simplement l'ensemble des numéros de téléphone, fax, etc. de l'utilisateur. L'onglet organisation, c'est uniquement des informations responsables par rapport au département, le responsable,
vous êtes en rapport avec qui, etc. Membre 2, c'est les groupes auxquels vous appartenez. Donc généralement les groupes, c'est grâce à eux que vous allez obtenir des avantages et des privilèges. Est-ce que vous êtes dans un groupe d'administrateurs? Est-ce que vous êtes dans un groupe d'opérateurs? Est-ce que vous êtes dans un groupe qui vous autorise à avoir accès en lecture seule à un document ou autre? Les appels entrants, c'est là qu'on va donner si vous voulez, les autorisations d'accès à distance. Est-ce qu'il y a de la téléphonie IP? Il n'y a pas de téléphonie IP? S'il y a de la téléphonie IP, quelles sont les options de rappel? Quelles sont les options d'appel, etc. Dans l'onglet environnement, c'est là où vous allez définir s'il y a des applications à exécuter lorsqu'il ouvre la session par le biais d'un terminal serveur ou bien des équipements auxquels il doit se connecter. Est-ce qu'il y a des équipements externes auxquels il doit se connecter ou autre? Session, c'est les paramètres de la session de votre terminal serveur. Contrôle à distance, quels sont les paramètres pour contrôler à distance votre terminal serveur, pour l'utilisateur évidemment. Et le profil de serveur, terminal serveur, c'est toujours par rapport aux accès à distance de l'utilisateur. Maintenant, on a toujours la possibilité de renommer un compte utilisateur. Alors, il suffit seulement de cliquer sur l'utilisateur, renommer, et là vous avez la possibilité de changer l'ensemble des paramètres liés à cet utilisateur. De la même manière, nous avons la boîte de dialogue qui définit les propriétés d'un ordinateur. À ce niveau-là, ça devient un peu plus simple. Donc là, vous avez l'onglet général où vous voyez par exemple le nom de la machine, le nom DNS, le rôle de la machine. Est-ce que c'est un serveur, poste de travail ou bien est-ce que c'est un contrôleur de domaine? Bon, l'approbation pour la délégation, c'est pour donner plus d'avantages à la machine, à vrai dire. Par rapport au système d'exploitation, alors c'est là que vous allez avoir les détails du système d'exploitation. Membre 2, c'est pour la machine, elle appartient à quel groupe, géré par qui gère la machine, l'emplacement où est-ce qu'elle se trouve. L'objet, c'est le nom canonique de la machine. Sécurité, c'est les utilisateurs et les groupes qui sont autorisés à accéder à la machine. Bon, je pense qu'on va arrêter à ce niveau-là le cours pour aujourd'hui. Dites-moi s'il vous plaît, pour le TP, je vous accorde 10 à 15 minutes de pause. Est-ce que ça vous